Hello, bienvenue sur Reportart et bienvenue pour ce nouveau vlog culturel. Cette fois, on n'est plus du tout au Royaume-Uni, on n'est plus du tout en Angleterre. On va revenir en France, notamment dans le sud-ouest, pour aller découvrir une partie du Tarn et un tout petit peu de l'Aveyron. Étant donné que j'ai de la famille là-bas, je pense que je pourrais vous faire d'autres vidéos sur d'autres villes plus tard, quand j'irai leur rendre visite. Notamment, je pense vous faire une vidéo spécialement sur Albi, parce que j'aurai plus l'occasion d'y retourner, chose que je n'ai pas faite ici, parce que je n'avais pas le temps et que Albi c'est quelque chose que j'ai beaucoup visité et j'avais pas nécessairement envie de revisiter encore certaines choses et je me suis plus occupée des villes aux alentours. Donc, maintenant que c'est dit, on va découvrir la toute première ville qui est Cordes-sur-Ciel. À la toute origine de cette ville, eh bien, ce n'est pas une ville, c'est un petit foyer où il va avoir un atelier dédié au cuir. Cependant, on va être dans un contexte historique où on va être dans une période où il y a les croisades albigeoises qui sévissent et du coup, beaucoup de destruction et notamment dans cette zone. Comme il va y avoir beaucoup de destruction dans la région, on a le comte de Toulouse qui était Raymond VII qui va devoir reloger sa population. Il va donc décider de repeupler les zones ravagées, notamment pour faire renaître l'économie locale, et c'est par cette initiative qu'en 1222, Cordes va naître et va devenir une ville de marchands, notamment spécialisée dans le cuir et dans le tissu. À partir de 1350, on a la halle iconique de la ville qui va être construite pour pouvoir accueillir les négoces de tissage et de cuir. À l'époque, dans la toiture de ce grenier, il y avait un grenier à grains et l'un des piliers était creux pour pouvoir faire descendre le grain du grenier vers la place pour le vendre. Le plan de la ville, il va aussi être vraiment régi par cette halle puisque quand on regarde ce plan, on voit qu'absolument toutes les rues vont converger vers cette place. Peu à peu, la croissance de Cordes, forcément, elle va augmenter et les riches marchands vont commencer à faire construire dans la ville et notamment à faire construire de somptueuses maisons. Et chacun, pour montrer un peu sa richesse, son pouvoir, son influence, va essayer toujours de faire mieux que son voisin, mieux que son rival marchand. C'est un peu ce type d'histoire qu'on a eu avec le quartier des artistes à Londres et les villas des bourgeois de Cabourg. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ces blocs culturels, profitez-en, mais on est un peu sur le même type de concurrence. Ce qui est le style un peu tendance à cette époque d'effervescence de Cordes, c'est le style gothique. Et ce qui est très intéressant dans la ville de Cordes, c'est qu'on va trouver plusieurs styles de gothique, ce qui est assez rare dans une même ville d'avoir tous les restes conservés. Donc pour vous donner les noms et quelques repères chronologiques, et puis je vous mettrai des images un peu pour illustrer ce que je vais vous raconter, on va trouver du gothique primitif qui date plutôt du XIIIe siècle, du gothique rayonnant plutôt du XIVe siècle, et enfin, le plus récent pour le gothique flamboyant du XVe siècle. Et donc, ces constructions et ces façades gothiques, ça correspond à l'effervescence de la ville et l'âge d'or que va connaître cette ville. Et même si le comte de Toulouse, il comptait fonder cette ville pour en faire une ville marchande assez prospère et renouveler un peu l'économie, il avait aussi en tête des objectifs militaires. En fait, il y a une idée d'en faire un verrou militaire du nord du comté, puisqu'il y a toujours la menace ennemie qui arrive par le nord. C'est ce qu'on va appeler une bastide, qui est un nouveau type de ville du XIIIe, XIVe siècle, où on va construire des villages fortifiés dans des endroits stratégiques qui vont permettre d'accroître la puissance du seigneur local. Forcément, avec les croisades albigeoises, mais aussi avec la rivalité avec l'Angleterre, ça va faire sens de se protéger et de montrer qu'on est prêt à résister. Généralement, ces villages vont avoir un plan caractéristique avec une silhouette de forme carrée ou rectangulaire dans laquelle on va retrouver tout un réseau parallèle de rues qui convergent vers une place centrale qui sont les fameuses halles ici.
malheureusement, pour ce qui va être du XVIIe jusqu'au XIXe siècle, j'ai pas trouvé beaucoup d'évolution parce qu'en fait, son histoire va s'essouffler peu à peu et la ville va doucement se faire oublier. Et il va falloir attendre le XXe siècle pour que des artistes et des intellectuels se réintéressent à cette ville. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, quand je vous parle de la ville, je ne dis pas Cordes-sur-Ciel, mais Cordes. Et j'ai l'impression aussi que la plupart des habitants de la région appellent cette ville Cordes et pas tout le nom. C'est pas par flemme, parce que Cordes-sur-Ciel est un nom plutôt récent qui est donné en 1993 et qui va reprendre le livre légendaire de Cordes-sur-Ciel de Jeanne Ramel-Gall qui est paru en 1947. Et en fait, dans son livre, elle appelle la ville Cordes-sur-Ciel en référence à un phénomène météorologique qui arrive souvent à l'automne, c'est-à-dire qu'on a des brumes qui se lèvent dans la région et les nuages restent accrochés au niveau de la ville et du coup, on a l'impression que la ville, qui, si vous la visitez, vous verrez qu'il y a du dénivelé, on a l'impression que cette ville flotte sur les nuages, d'où Cordes-sur-Ciel. Alors quand j'y suis allée, la plupart des boutiques et des attractions, on va dire, étaient fermées parce que j'étais pas du tout en haute saison. Mais par contre, pendant l'été, il y a pas mal de festivals médiévaux, beaucoup de choses autour du Moyen-Âge, etc. Parce que vous l'avez compris, cette jolie petite ville a quand même gardé beaucoup de traces de cette période. Donc forcément, ça fait sens d'avoir des activités autour de cette période. Mais vraiment, si vous allez dans la région, je vous le conseille fortement. Il faut un peu grimper, mais la vue est belle, les rues sont belles, il y a de belles choses à voir, il y a de bonnes choses à manger aussi. Donc vraiment, je vous la recommande si vous passez. Et on va ensuite parler d'une autre ville médiévale qui est Lautrec. Alors celle-ci, elle va pas être considérée comme une bastide, mais elle avait quand même une double enceinte de remparts, toujours dans l'idée de se protéger. Aujourd'hui, cette rempart a quasiment totalement disparu, on reviendra là-dessus, mais à l'origine, cette ville, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc à l'origine, c'est une tribu celtique qui habite les lieux. Puis ce sera les Romains qui auraient élevé un temple dédié à Cérès Éleusis, qui est une déesse de la fertilité et des moissons, et qui aurait subsisté jusqu'au 7e siècle. On a aussi une légende qui va raconter que Charlemagne serait venu dans cette ville et aurait posé la première pierre de l'église de Saint-Rémy, église qui sera peu à peu abandonnée puisqu'elle se trouvait en dehors de l'enceinte et elle va être remplacée à partir du 16e par l'église du bourg qui prendra le nom actuel de la collégiale de Saint-Rémy. La ville, elle va surtout connaître son âge d'or pendant la période médiévale puisqu'on a un certain nombre de familles importantes qui vont venir s'y installer. Donc, je vais pas vous le cacher, j'ai pas trouvé énormément d'informations sur les siècles qui vont continuer, mais si vous voulez retrouver un peu les traces du passé de la ville, je vous conseille d'aller à la porte de la Caussade, où vous avez justement les restes un peu de ces fortifications. Il en reste très peu, mais c'est quand même cool. Et évidemment, cette porte servait à contrôler les entrées et les sorties dans la ville. Si vous continuez le chemin pour descendre vers un lavoir, vous aurez les restes d'une voie romaine, et le lavoir marque le lieu des premières constructions de la ville. Au niveau de la place centrale, elle date du XVe siècle, et le puits est le dernier témoin de la place du XIVe siècle. Peut-être aussi que Lautrec, ça vous dit quelque chose et que vous le rattachez à un certain artiste qui s'appelle Toulouse-Lautrec. Eh bien, vous avez totalement raison, puisque en fait, ses ancêtres viennent de Lautrec. Pour vous raconter un petit peu cette histoire, parce que vous remarquez, Toulouse-Lautrec, il manque une petite particule, donc il va falloir un petit peu développer tout ça. Au départ, le vicomté de Lautrec, il est sous l'autorité du comte de Toulouse. Sauf qu'à partir du Xe siècle, avec les menaces normandes qui arrivent dans le sud-ouest, le comte de Toulouse va donner la possibilité d'avoir plus d'autonomie à la ville d'Albi, et de Lautrec pour pouvoir se défendre convenablement contre cette menace. Donc, comme elles vont être plus autonomes, il faut élire un vicomte, et donc nous aurons Sicard Ier, le premier vicomte de Lautrec, qui va démarrer une dynastie qui va diriger Lautrec sur 4 siècles. À partir d'un moment, sa dynastie va réétablir une alliance avec le comte de Toulouse par un mariage, et du coup, dans les noms de famille, vont apparaître Toulouse et Lautrec pour donner
Toulouse-Lautrec, de notre cher Toulouse-Lautrec. Voilà les origines du nom et autre information par rapport à la ville et à ce qu'elle pouvait vendre autre que le cuir et le tissu. C'était aussi un lieu de passage pour la vente de pastels. Le pastel, c'est quand même quelque chose dans cette région-là qui est très important et qui marque quand même les villes, l'histoire des villes, etc., notamment Albi, mais si je vous fais une vidéo sur Albi, on reparlera un petit peu de tout ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi, que je filme pas quelque chose pour rien, mais voilà. On va continuer dans la région et on va partir sur une ville, mais qui n'est plus du tout dans la même ambiance, puisqu'on va aller à Cagnac-les-Mines. Au vu du nom, vous vous en doutez, on n'est plus trop dans une cité médiévale. On va être dans une ville qui est très marquée par l'histoire minière, par l'histoire des mines et de ses mineurs. Vous trouvez notamment le musée mine départemental qui va revenir sur toute cette histoire et que je vous conseille fortement. Parce que oui, du coup, la région qui abrite Albi n'est pas connue que pour le pastel, mais aussi pour son exploitation minière, même si aujourd'hui c'est pratiquement plus le cas. Et le musée, c'est une des dernières traces sur site de ces mines, où on a encore le reste des mines historiques, on va dire. Ici, on se trouve sur un ancien site de puits qui a été exploité dès la fin du 19e par la Société des mines d'Albi, et ce jusque dans les années 80. Le musée, il va naître de l'initiative de 6 anciens mineurs et du maire de l'époque pour justement garder en mémoire ces lieux, ce métier et l'histoire de cette région. Depuis peu, le musée a eu des travaux de modernisation et dans le musée, on va effectivement vous parler du métier de mineur, de l'histoire de ce métier, de l'histoire aussi technique de certains objets, de l'histoire minérale des mines, mais on va aussi vous parler des luttes sociales qui vont avec ce métier. Et en plus de ça, vous avez une visite comme si vous étiez dans les mines, même si c'est totalement recréé, mais vous pourrez voir les machines qui ont été utilisées et avoir un guide tout au long de ce parcours qui va vous expliquer toute l'histoire du lieu, vous poser des questions. C'est assez participatif et vraiment on en apprend beaucoup, donc je vous conseille fortement de le faire. Pour la partie collection permanente, ils ont quand même, je crois que c'était il y a deux ans, si je dis pas de bêtises, ils ont fait de gros travaux pour cette réouverture où justement ils ont modernisé la scénographie, etc. Même si c'est pas une énorme collection permanente qui nous est présentée, c'est bien expliqué, on a suffisamment d'informations, etc. Et on a une deuxième salle où on va avoir des créations contempo, notamment en lien avec ce milieu. Et ça aussi, c'était assez intéressant de faire des liens avec forcément ce qui se passe aujourd'hui, avec l'actualité, ou du moins le travail de mémoire, ce genre de choses. C'est assez cool. Et toujours sur le même sujet, pas loin, vous avez... il faudra prendre la voiture, je pense, pour rejoindre le coin de balade. Mais vous avez donc une balade où il va falloir un petit peu monter en haut d'une colline, on va dire. Vous avez des machines qui sont totalement abandonnées. Alors c'est des machines quand même plus modernes, c'est pas des machines du 19e, mais elles sont totalement laissées à l'abandon, puisque en fait sur ce lieu, l'énorme trou où il y a un étang maintenant que vous allez voir, et ben en fait c'est un ancien puits d'extraction de charbon qui aujourd'hui est laissé à l'abandon pour que la nature reprenne ses droits dessus. Et vous avez une aire de loisirs qui a été construite non loin de cet étang. Mais je crois que cette année, ils ont annoncé que cette aire allait totalement être abandonnée. Je ne sais plus pas ce qu'ils vont faire à la place ou s'ils vont juste laisser les bâtiments dépérir. Mais en tout cas, c'est une bonne petite balade à faire parce que forcément, vous aurez une belle vue en étant en haut de cette colline. Par contre, je ne vous conseille pas d'escalader les machines, puisque laissées à l'abandon, pas du tout sécurisé, pas du tout sécuritaire, donc c'est à vos risques et périls. Et tant pis pour vous si vous vous blessez, mais vraiment je vous le conseille pas. Et de toute façon, il y a des machines qui sont tellement énormes que c'est impossible de monter dedans en étant juste à pied et en ayant une taille à peu près classique. Donc voilà pour l'histoire minière, et on va partir un petit peu vers l'Aveyron pour découvrir la ville de Rodez. Alors, son histoire, elle va commencer avec un peuple celte, les Ruthènes, qui vont fonder le Segodunum. On peut encore voir leurs traces avec différents anciens puits qui sont encore dans la ville
et la découverte de figurines gauloises qui sont présentées dans le musée Fenaille. Sous Rome, le Segodunum devient Civitas Rutenorum, une cité où l'on peut encore retrouver le reste de son amphithéâtre. Au 5e siècle, la cité est définitivement évangélisée par saint Amand, qui devient le premier évêque de Rodez. Le nom actuel de la ville nous vient du Moyen-Âge, où Rodez était appelée Rudez, donc Rodez avec un U. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, on a la construction d'un bâtiment qui est quand même très reconnaissable et qui fait en partie l'identité de la ville, c'est la cathédrale de Rodez. Elle est beaucoup plus imposante que ses collègues, puisqu'à l'origine, elle servait aussi de forteresse et était intégrée dans l'enceinte défensive. Comme il y avait ce mur qui était présent, la cathédrale n'a pas d'entrée sur la façade occidentale, c'est-à-dire pas d'entrée sur la façade ouest, ce qui est assez peu courant. Elle est aussi assez particulière puisqu'on va utiliser en pierre du grès rose qui donne du coup cette jolie couleur à la cathédrale. Donc déjà, on sait que dans la ville de Rodez, il y avait cette cathédrale, une enceinte importante pour cette cité épiscopale, mais surtout, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un énorme conflit entre les évêques et les comtes, à tel point qu'ils vont décider de construire une muraille qui va séparer la ville en deux. D'un côté, vous aurez la cité où se trouvent les évêques, et de l'autre, le bourg où se trouvent les comtes. Et encore une fois, comment ils vont se tirer un peu à la bourre et comment ils vont essayer de rivaliser les uns contre les autres? Encore une fois, construction de maisons. Voilà, donc il va y avoir de très belles façades, de très belles maisons qui vont être construites. Parce que comme d'habitude, comme à Londres, comme à Cabourg, comme à Cordes, comme ici maintenant à Rodez, eh bien on se fait concurrence aussi avec ses propriétés pour montrer, encore une fois, puissance, richesse, influence. Mais dites-vous que la séparation est tellement forte entre ces deux pôles que chacun aura sa propre administration, ses propres consuls, sa propre municipalité en somme, quoi. Une municipalité pour les évêques, une municipalité pour les comtes. Donc cette rivalité, elle s'installe à partir du XIIIe siècle. Il faut quand même attendre un bon moment pour que les deux parties vont un peu se rabibocher pour prolonger l'enceinte défensive parce qu'il y a des menaces qui commencent à arriver. Et la ville de Rodez, en tant qu'entité, on va dire, va un petit peu prendre fin à partir de 1589, où la ville est rattachée au Royaume de France, et là, son histoire va se calquer sur l'histoire du Royaume de France. Pour en apprendre plus sur son histoire, et surtout pour voir les objets de Rodez, je vous conseille vraiment d'aller au musée Fenaille, qui a une scénographie moderne, qui a des explications très claires, qui vont pas du tout vous perdre et qui en plus est un très beau lieu. Je vous le conseille fortement pour en apprendre plus. Et ce musée, une bonne partie de sa collection provient de Maurice Fenaille, d'où le nom du musée, qui était un homme d'affaires qui a créé avec son associé, je vous mettrai son nom que j'ai oublié, où ils vont créer l'huile à moteur Esso Standard. Donc quand même une marque connue, et qui était du coup un grand collectionneur et qui a permis du coup par un don à la ville d'avoir ce musée. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire le musée des Beaux-Arts. Ça sera pour une prochaine fois, j'aurais vraiment beaucoup aimé le faire. Mais on va parler Beaux-Arts quand même, mais plus art moderne, notamment avec le musée Soulages. Peut-être que vous connaissez Rodez parce que vous connaissez le musée Soulages. Donc Pierre Soulages, c'est un artiste quand même très connu, notamment pour ses peintures toutes noires, ses monochromes de noir. Il va commencer dans les années 30 et ce jusqu'à son récent décès en 2022. Il est originaire de la ville et il avait à cœur avec sa femme de faire don d'une partie de sa collection. Et c'est donc dans les années 2000 que le projet de musée commence à se préparer pour être inauguré en 2014. Le bâtiment, il a une architecture totalement moderne, contrairement à ce qu'on a vu avant. Et comme tout le travail de Soulages est autour de la lumière, comment la capturer, et forcément, les architectes ils vont devoir mettre en œuvre la lumière pour faire ressortir les œuvres de Soulages. Ça va être quand même très important. Et du coup, vous allez retrouver quand même pas mal de baies, etc. Toute une ambiance autour des œuvres de Soulages. C'est quand même assez réussi. Et notamment, on voit bien la lumière qui vient s'accrocher sur les reliefs d'étoiles. Franchement, dans les vidéos que je vous montre là, ça représente vraiment pas du tout
ce qu'on peut voir quand on est dans le musée. L'intérieur d'ailleurs, il vous met tout de suite dans le ton, hein, vous le voyez au parquet noir, aux ambiances un peu sombres, etc. Et pour l'extérieur, les architectes ils vont utiliser un acier spécial qui s'appelle l'acier Corten, je ne sais pas comment ça se prononce, qui donne cette couleur particulière au bâtiment. En fait, c'est l'acier qui est directement comme ça, ce ne sont pas les architectes qui ont fait peindre cet acier pour avoir cette couleur un peu brune. Le musée se trouve dans un jardin plus excentré du centre historique et c'est assez beau à voir parce que ça fait comme une sorte de continuité entre l'histoire un peu plus ancienne de Rodez jusqu'à son histoire un peu plus contemporaine avec le musée Soulages. Et bien je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur l'histoire du Tarn et de l'Aveyron. Donc dites-le moi si vous voulez que je continue ce type de format, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus. Je suis contente de pouvoir vous partager mes recherches quand j'y vais parce que je suis ce genre de psychopathe qui prépare les lieux qu'elle visite et qui fait des recherches en amont. Bref, passons. Ça doit être un truc d'historien de l'art, c'est pas grave. Mais du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!